Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Marianne Dubé, conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke, dédiée au réel et à l'éducation ouverte. Et puis, j'ai un événement aujourd'hui qui est rendu possible grâce au service de soutien à la formation, des directeurs aux études, mais aussi une belle collaboration avec la Fabrique réelle. Christian qui va prendre le relais par la suite. Je suis très heureuse d'accueillir à Sherbrooke. Alors, on a le professeur Inès Uniti et le professeur Gabelle Raya. Christian va faire les présentations en bonne et due forme, donc je ne vais pas aller de l'avant. Juste vous dire que ce sont des dames incroyables. C'est gentil, merci. Elles ont à cœur l'innovation pédagogique au sein de leurs établissements, mais elles ont aussi à cœur le déploiement de la francophonie via l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres. Donc, depuis 2020-2021, on se croise dans des événements, on a collaboré, on a fait quelques présentations et c'est toujours très enrichissant, toujours un plaisir en fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de les avoir parmi nous. Et je laisse Christian faire les présentations. Merci. Bonjour, merci tout le monde d'y être. On cherche toujours des occasions de collaborer, la Fabrique et l'Université de Sherbrooke. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je vais présenter nos deux invités qui ont voyagé un long chemin pour être ici présente avec nous aujourd'hui. Donc, je présente d'abord professeur Lilia Cheniti, maître de conférence, habilité à diriger des recherches en informatique à l'Université de Sousse en Tunisie. Madame Cheniti est ingénieure en informatique, diplômée de l'Université de Braunschweig en Allemagne et est chercheure en technologie éducative à l'Université de Sousse. Auteure de plus de 100 publications scientifiques, elle a encadré plusieurs travaux de recherche en lien avec les technologies éducatives et a été directrice du département d'enseignement en ligne de son université. Elle est actuellement membre élue du conseil d'université et coordonnatrice de la cellule d'innovation pédagogique et du numérique. Maintenant, professeur Yada El Kayat, professeur des universités et directrice du département des systèmes d'information et d'informatique de la faculté de commerce à l'Université d'Alexandrie en Égypte. Madame El Kayat est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en télécommunications de l'Université d'Alexandrie, d'un master en gestion de projet de l'Université de Senghor en Égypte et d'un doctorat en génie industriel et génie des systèmes de Polytechnique Montréal. On l'appelle maintenant Polytechnique Montréal. Oui. C'est votre cousine, hein? Oui. Auteur de plus de 80 articles scientifiques, elle a supervisé plus de 80 projets de fin d'études et supervisé plus de 30 doctorants et étudiants de master. Fondatrice et directrice du Centre d'innovation pédagogique et apprentissage à distance de l'Université d'Alexandrie, ses intérêts de recherche portent notamment sur les technologies émergentes et leurs applications en éducation. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vraiment, personnellement et conjointement avec ma chère amie Rada, nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui et de nous avoir donné l'occasion de partager avec vous certains de nos travaux autour de l'innovation pédagogique et numérique. Un grand merci à notre chère amie Marianne d'avoir rendu cette rencontre possible et merci beaucoup à tous les collègues ici présents pour votre temps et pour votre intérêt à écouter notre intervention. Donc, nous avons été présentés, donc on va passer nos biographies et nous avons réfléchi longuement sur la manière avec laquelle on va dire, articuler notre intervention. Et nous avons pensé à l'articuler autour des points suivants. En fait, nous allons commencer par rappeler un peu le contexte général que nous observons particulièrement dans notre région, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et particulièrement, nous avons observé pendant la pandémie, beaucoup de choses se sont passées dans notre région en termes d'usage du numérique, mais en termes de changement de pratique d'enseignement. J'insiste par rapport à la pandémie, cela ne veut pas dire qu'avant la pandémie, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives et de projets.
toutes les deux, nous sommes actives dans ce domaine depuis maintenant 20 ans, mais nous avons vu, on va dire, une explosion d'expérimentation, particulièrement avec la pandémie. Donc après, on va parler un tout petit peu de la manière avec laquelle on voit les choses changer à partir de la littérature, à partir des travaux de recherche que nous menons aussi autour de l'innovation pédagogique et numérique. Nous parlerons du Learning Lab, de ce dispositif. Nous sommes contents d'avoir dans la salle notre amie Elsa, docteur Elsa. Elle a été avec nous partenaire dans ce projet très innovant et inédit dans la région, parce que nous partagerons avec vous la manière avec laquelle nous avons conçu ce Learning Lab et comment nous avons mis en place des expérimentations dans 4 pays, 3 de la région MENA plus la Suisse. Et ensuite, nous allons parler aussi d'une initiative qui a été menée conjointement entre l'Université de Sousse et l'Université d'Alexandrie pour un peu déclencher le process autour de la réflexion sur l'importance de l'open, sur l'importance de l'ouvert et sur la manière avec laquelle les ressources pédagogiques numériques pourraient être exploitées pour l'enseignement et l'apprentissage. Nous finirons notre exposé par partager avec vous certains de projets menés. Nous reviendrons sur certains projets phares, on va dire, des projets conjoints, qui sont soit des projets de recherche purement ou des projets de recherche-action, mais qui maintenant aussi donnent la piste pour de nouvelles perspectives aussi de travail collaboratif. Et enfin, nous finirons notre exposé par certaines réflexions par rapport aux perspectives que nous voyons à partir des expérimentations qui ont été menées. Donc, je commence par le contexte général pour dire que, comme on l'a dit, l'UNESCO donc elle a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes à travers le monde en termes d'accès à l'éducation et à l'enseignement, particulièrement pendant la pandémie. Mais j'adore toujours présenter cette figure de cette référence où on essaye un tout petit peu de revenir à ce triangle didactique où on a le formateur, le contenu et l'apprenant, mais dès qu'on passe vers la version numérique, donc tout ce qu'il y a tout autour dans le cercle, ce sont des choses dont on va, ou les éléments dont on va avoir besoin pour pouvoir déployer cet enseignement utilisant les technologies. C'est-à-dire, par exemple, du côté du formateur ou du contenu, j'ai besoin d'avoir des ressources pédagogiques numérisées. Du côté du formateur et de l'apprenant, j'ai besoin d'avoir des outils de communication entre les formateurs et l'apprenant. Du côté du contenu et de l'apprenant, j'ai besoin d'avoir des espaces où l'apprenant va déposer ses ressources pédagogiques. Peut-être ça vous semble très trivial ce que je suis en train de dire, mais je vous assure que particulièrement pendant la pandémie, cette conception du dispositif numérique n'était pas présente chez mes collègues enseignants et ma chère amie Rada avait constaté la même chose. On avait imaginé que tout simplement enseigner à travers Teams, c'était de l'enseignement numérique. Et toutes ces composantes-là n'étaient pas prises en considération. Et puis, on a constaté, pour revenir très rapidement, je ne veux pas parler beaucoup de la pandémie, mais c'est juste peut-être pour certaines communautés ou pour certains publics, il n'est pas très évident d'imaginer les problèmes que nous avons rencontrés. Malgré qu'on supposait qu'il y avait ces problèmes, mais ça nous a permis d'être quand même surprises, particulièrement nous deux, des problèmes que nous constatons sur le terrain pendant la pandémie. Nous constatons qu'il n'y avait pas de contenu qui était digitalisé, qu'il n'y avait pas d'activité d'apprentissage, qu'il n'y avait pas des scénarios qui étaient préparés pour être déployés en ligne, que les apprenants et les enseignants étaient confrontés à des problèmes d'utilisation des outils, la diversité des outils, qu'il y avait un manque de compétences digitales chez tout le monde, chez certains enseignants, chez des étudiants, que aussi pour les apprenants, des compétences, comme je viens de le dire, mais aussi l'accès aux environnements d'apprentissage. Donc, tout ça nous a mené à mener des expérimentations de continuité pédagogique, d'hybridation, d'utilisation de différents outils. Mais ce qui coïncidait avec tout ça, c'est que à la fin et en cours de processus, nous avons constaté qu'il faut d'abord repenser la relation entre l'enseignant et l'étudiant, qu'il fallait
impérativement accompagner les enseignants pour déployer leurs initiatives pédagogiques, assurer une veille sur les innovations pédagogiques et aussi, surtout, incuber les scénarios pédagogiques innovants. Je dirais que nous deux, nous intéressons beaucoup à l'innovation pédagogique depuis que nous avons commencé nos travaux en technopédagogie. Mais nous avons eu la chance, parallèlement aux problèmes qu'on était en train de gérer, nous avons eu la chance d'avoir réfléchi et mis en place un projet avant que la pandémie arrive. Le projet était un projet de Learning Lab. C'est-à-dire que ce projet, il avait été déjà soumis et accordé en 2019. Et on avait déjà commencé à réfléchir comment on peut accompagner les enseignants pour qu'ils introduisent l'innovation pédagogique dans leur pratique. Et à ce moment-là, donc, nous avons regardé de près comment les apprentissages étaient en train d'évoluer. On passait de l'apprentissage transmissif, l'apprentissage actif, l'apprentissage social, particulièrement en Tunisie et en Égypte aussi. Les apprenants utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, et même avec leurs pairs, avec leurs enseignants. L'apprentissage mobile est pervasif et maintenant, à l'ère de l'IA, vous imaginez comment les choses maintenant sont en train d'évoluer. Et voilà. Et nous avons travaillé sur regarder quelles sont les orientations dans la littérature. Alors, quand on regarde un tout petit peu la littérature, nous sommes toutes les deux chercheuses sur ce domaine et on a fait une revue très approfondie de la littérature en termes d'usage de la technologie pour l'enseignement. On regarde que les chercheurs prévoient que les orientations futures, et particulièrement à l'ère de l'IA, vont être autour de ces quatre aspects. Un, les contenus d'apprentissage, bien qu'on dit maintenant avec l'IA, les contenus ne vont plus avoir d'importance, bien au contraire, les contenus vont être davantage importants dans le processus d'apprentissage et d'enseignement et ça va constituer un axe très important aussi bien pour la recherche ou pour la mise en pratique de ça. Deux, les parcours d'apprentissage, le learning path. C'est-à-dire que les apprenants vont avoir besoin davantage d'avoir des parcours d'apprentissage personnalisés, adaptés à leurs besoins. Parler de l'apprentissage inclusif, de l'apprentissage personnalisé, de l'apprentissage adapté au profil de l'apprenant. Trois, les interactions entre les apprenants vont jouer un rôle beaucoup plus important puisqu'on veut avoir des environnements interactifs. Donc, les interactions, justement, comment les apprenants vont discuter, vont échanger, comment on peut développer cette pensée critique, etc. C'est un axe aussi important. Et enfin, l'évaluation. L'évaluation, et surtout maintenant avec l'IA, beaucoup de questions se posent sur comment évaluer l'apprenant, comment s'assurer que l'apprenant a atteint vraiment les compétences requises ou ciblées, comment je pourrais s'assurer qu'il n'a pas utilisé des outils pour pouvoir résoudre cet exercice, etc. Donc, toute cette réflexion autour de l'évaluation va encore avoir une place très importante. Et pour ça, nous nous orientons particulièrement dans nos travaux de recherche, mais dans nos travaux de recherche sont sur le terrain, dans nos contextes, c'est-à-dire nous collectons beaucoup de données de nos contextes d'enseignement et d'apprentissage, de nos actions de formation de formateurs qui alimentent aussi nos travaux de recherche. Nous considérons que nos trois axes vont jouer un rôle très important. Et d'ailleurs, tous les projets qu'on va présenter aujourd'hui tournent principalement autour de ces trois axes. Un axe autour de l'innovation pédagogique, bien sûr. On ne peut pas enseigner de la manière avec laquelle nous avons, nous deux, au moins appris. Des choses changent d'une manière exponentielle chaque jour et donc l'innovation pédagogique, elle est très, très importante. Deux, le framework open, on ne peut pas agir dans un environnement où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de réutilisation de ressources, il n'y a pas de contextualisation de ressources selon les besoins. Et donc, l'idéal, c'est l'écosystème ouvert qui va appuyer cela. Et enfin, l'IA avec ce qu'elle va nous apporter en termes de technologie, mais en termes de possibilités d'adaptation, de personnalisation, tout ça va jouer dans le sens de mise en place, donc de scénarios, de ce qu'on appelle scénarios ouverts, qui peuvent être adaptés selon les profils des apprenants. Donc, pour ça, nous allons commencer maintenant à partager avec vous des projets qui nous ont permis d'expérimenter beaucoup de choses.
Et le premier projet, il est en rapport avec le premier axe, principalement l'axe de l'innovation pédagogique, le Learning Lab. Je passe la parole à ma chère amie. Merci, Livia. On va faire Oui, Isabelle. Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente toujours de revenir au Québec. En fait, le pays qui m'a formée, et je suis vraiment très fière d'être d'une éducation québécoise. Je remercie Marianne pour l'invitation et je suis très contente de retrouver ma sœur Elsa. Nous avons passé des moments très intéressants justement lors du projet Learning Lab. Donc, la première orientation, l'innovation pédagogique, j'en parlerai, mais en fait, l'idée Learning Lab est une idée simple, mais des fois, on n'arrive pas à l'assimiler juste simplement comme ça. C'est parce que toute chose qu'on va embrasser, il s'agit de l'expérimenter au départ. Et l'éducation et l'apprentissage, c'est chose très importante qu'on ne peut pas juste la faire comme ça. Il faut expérimenter et être certain que la méthode, l'approche et le scénario sont convenables avant de l'embrasser, la dupliquer, la propager. Donc, c'est simplement l'idée. Mais comment ça se concrétise? En fait, peut-être dans l'article que nous avons écrit conjointement avec Elsa, avec notre cher collègue d'Irasaï, le professeur Éric Sanchez, nous avons avancé notre définition, notre conception que ce qui était le Learning Lab. Et puis, on a utilisé dans ce projet une approche basée sur la conception. Donc, notre définition était le Learning Lab comme un espace physique, numérique et humain. Donc, on qualifiait l'espace parce que c'est vrai, pour expérimenter, je peux être dans une salle comme ça pour expérimenter avec vous mon approche et vous dire ça va pas, mais on peut le faire aussi en virtuel et considérant les interactions humaines. Donc, l'espace est qualifié de ces trois choses-là. Il est innovant, il permet de repenser et d'expérimenter, je reviens dessus, et d'observer de nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner à l'université. Parce qu'on peut rentrer le Learning Lab, soit virtuel ou physique, pour expérimenter un scénario et on observe que ça ne fonctionne pas. Et donc, cet espace labo, cet espace d'expérimentation, d'essai, nous amène à des nouvelles façons d'apprendre. Les Learning Labs sont des lieux d'expérimentation en innovation pédagogique, pour résumer le premier point, souvent soutenus par des entreprises et regroupements d'universités et centres de formation. Leur développement s'inscrit dans le mouvement des MOOC de l'intelligence collective et du web. En fait, pourquoi l'approche classique, c'est de rentrer en Learning Lab ou faire l'expérimentation avec nous, d'un côté, nous professeurs et nos apprenants, nos étudiants potentiels, mais on peut aussi associer les entreprises parce que n'oublions pas que l'apprenant, c'est notre matière première, qu'on la forme un peu pour avoir le produit fini pour le marché du travail. Donc, ça peut être soutenu par des entreprises, soutenu dans le sens un soutien financier, c'est la bienvenue, mais aussi un soutien pour l'expérimentation, la simulation qui est en rapport avec une spécialité donnée. Un Learning Lab est donc à la fois un lieu et un écosystème, en voyant tous ces acteurs-là, d'expérimentation et d'innovation sur les nouvelles formes, pas seulement d'apprentissage collaboratif, mais de travail, parce qu'on veut des approches innovantes, rapprochant le monde académique du monde industriel, et donc on crée aussi des formes de travail nouvelles. Ces espaces novateurs ont reconnu simultanément des outils numériques aux environnements équipements, supports d'apprentissage et méthodes pédagogiques favorisant l'intelligence collective entre les différents partenaires étant les profs d'un côté, le trio prof, industriel et apprenant. L'apprenant est plus actif. Des fois, en fait, ce qui est très important dans quelques expériences que nous avons faites dans ces espaces-là, c'est que l'innovation pédagogique vient de l'apprenant par moment. Et moi-même et ma chère Livia, quand nous avons commencé nos cellules, comme je les appelle, ou notre centre d'innovation pédagogique, la cible était les professeurs. Et donc, on voulait, avec l'innovation, incorporer de nouveaux concepts dans l'enseignement, comme par exemple l'entrepreneuriat. Comment, avec un enseignement innovant, amener l'apprenant à développer l'esprit entrepreneurial.
et petit à petit, et peut-être en engageant aussi l'industrie, comment amener l'apprenant à être plus prêt pour le monde du travail. Et petit à petit, nous avons reconnu que l'étudiant aussi est une cible. Donc, tu as incorporé dans la cellule de représentants étudiants, et nous, on a en fait créé à l'intérieur du centre à Alexandrie un incubateur qui cible les... En fait, on a commencé par les technologies éducatives et puis petit à petit, on a pu intéresser la communauté étudiante en général. Donc, pourquoi je raconte cette histoire d'étudiants? Parce que souvent, moi, quand j'expérimente avec mes collègues, peut-être tout le monde va se respecter, tout le monde va aimer l'idée qui vient quand même d'un enseignant avec une certaine expérience. Mais cette ouverture, et je reviens au mot open, j'aime l'ouverture dans tous ses sens, cette ouverture aux étudiants permet par moment d'avoir l'innovation pédagogique que nous embrassons, qui vient de l'apprenant lui-même. Parce qu'il va vous dire, comme ça j'apprends mieux, comme ça c'est simple. J'ai pratiqué ça avec mes collègues dans des rencontres, parce qu'ils vont aussi, bon, ils ont les study rooms, ils vont quand même, ils se préparent avant les examens. Et des fois, on a souvent vécu ça. Vous vous souvenez, dans le temps, avant les examens, on était entre collègues, avant le bac et tout ça, et il y avait quelqu'un qui peut-être proposé une méthode qui était très simple, et puis on l'a dupliquée, on a très bien fait, et on a eu de très bons résultats. Donc, avoir des innovations centrées sur l'apprenant demandera peut-être de l'input des apprenants. Les approches pédagogiques innovantes qu'on a mis en place dans les expérimentations incorporent le computational thinking, la ludification, gamification, l'experiential learning, souvent dans une approche basée sur la conception. Les objectifs d'un Learning Lab peuvent être résumés dans le suivant: offrir aux apprenants, apprenantes et les étudiantes et les enseignants, enseignantes un espace permettant la découverte, expérimentation et développement des pratiques, favoriser les interactions et valoriser et visibiliser, rendre visible l'engagement de chaque université et du corps universitaire dans les projets d'innovation pédagogique. Parce que pour faire vivre ces structures-là, il y a par exemple à Sousse, elle a engagé des étudiants en lettres qui voulaient faire des expérimentations et puis ils sortent avec des approches pédagogiques innovantes qu'on pourra peut-être propager, et puis les disciplines similaires, ils trouvent ça intéressant, ils les embrassent. Nous, on a travaillé beaucoup pour rendre notre labo vivant avec des projets, souvent des projets de développement des scénarios d'apprentissage. Et moi, on revient peut-être à ce mot-là, c'était une discussion de parler plus sur les scénarios, et quand on a proposé la conférence avec Marianne. Mais pourquoi? Parce que un contenu, une méthode innovante hors contexte, ça n'a pas de sens. Et le scénario vient mettre les morceaux côte à côte pour qu'ils aient un sens à la fin. Donc, on fait vivre notre labo par le travail avec la communauté enseignante et la communauté étudiante pour développer des scénarios qui seront valables dans quelques contextes et quelques spécialités. Pour ce faire, on a besoin d'un environnement créatif, principe important d'un espace Learning Lab, quelle que soit la nature, physique ou virtuelle. Il faut donc qu'on expérimente beaucoup, on apprend la créativité, collaborer entre les différentes parties prenantes, comme je vous ai dit, pour arriver à réaliser ou trouver en fait face à nous le concept d'intelligence collective. Ensemble, nous sommes plus intelligents, nous proposons plus d'innovation, on communique bien sûr pour apprendre. On apprend à apprendre chaque fois qu'on rentre dans le Learning Lab avec un scénario, avec une idée, avec une méthode innovante. On sort soit en validant ceci ou en rejetant ceci, comme les hypothèses, quoi. On le rejette et puis on trouve une autre façon pour apprendre. Apprendre à apprendre donc, et la transversalité, organiser le décloisonnement pour permettre de rendre compte du monde économique, comme je viens de le dire. Des fois, pas seulement l'industrie, mais on a besoin des acteurs artistiques et culturels, sportifs même,
En fait, ça va avec la diversité des disciplines enseignées au sein d'une université. Bon, j'ai trop parlé et j'aimerais maintenant arriver à une certaine synthèse. Bon, je vais parler de Learning Lab, mais si je parle, cette feuille-là donne quand même des principes qui synthétisent. Tout ce processus d'essayer et de faire vivre et de propager revient à l'incubation. Mais l'incubation, ce n'est pas pour un prototype technologique, par exemple, mais c'est pour une méthode d'enseignement, c'est pour une approche pédagogique. La mixité des publics, étudiants, entreprises, formateurs, enseignants, bon, je synthétise, mixité donc des activités menées, donc convivialité, accueil et disponibilité parce qu'on travaille tous ensemble, et enfin la mobilité, c'est la capacité d'exister hors les murs des universités, dont en fait les événements, les environnements virtuels et les événements et des rencontres qu'on fait même physiquement par moment. Souvent, on travaille avec les visioconférences et Elsa, cette fois à Genève, on avait les robots, n'est-ce pas? Les robots mobiles avec lesquels en fait on faisait des réunions avec quelques, justement pour travailler des idées de Learning Lab et des approches innovantes. Encore une synthèse, donc les composantes maintenant dans Learning Lab, c'est l'espace dont j'ai beaucoup parlé, les activités et une communauté qui va embrasser tout ça. Un Learning Lab est un dispositif tridimensionnel qui repose sur l'espace hybride, les communautés d'usagers avec leur mixité et leurs profils différents, et les activités quand même tout le temps, activités peut-être, c'est vrai que l'activité tourne beaucoup autour de l'expérimentation, mais avant l'expérimentation, on a besoin d'une sensibilisation par moment. Lilia peut-être va parler de notre projet OER-Wiki. Nous avons dans nos Learning Labs respectifs travaillé beaucoup sur la sensibilisation au open pour elle. Moi, je vous dis, par exemple, mon ex-vice-président, il tient la commission sur le open science à l'UNESCO. Peut-être lui, il s'y connaît très bien, mais moi, je vous assure que la communauté enseignante de l'Université d'Alexandrie connaissait très peu sur le open science NRL avant nos interventions. Donc, les activités sont expérimentation en deuxième, mais sensibilisation en premier. Quelques images. Depuis 2021, on met en place ces espaces-là. Les logos montrent le réseau et les drapeaux aussi. Suisse, Égypte, Liban et la Tunisie. Voilà les logos de Learning Lab dessous. Bon, ça se paraît. En fait, ça, c'est Alexandrie avec le logo de notre centre, qui ici le laboratoire d'innovation de Genève. En fait, chaque université avec le logo. Ça, c'est le Liban, le EUL, le Venice Center for Pedagogical Innovation. Et la lampe, avec cette innovation, c'est le logo de tout le réseau regroupant ces trois pays. En fait, nous étions audacieux au départ. Pardon, je commence mes invitations parce qu'on a dit on va travailler avec un noyau qui était ce projet-là. Mais comme Lilia a dit, en fait, on avait soumis ça juste avant Covid et puis on était pris dans tout ce qui est continuité pédagogique et tout. Mais notre rêve était d'étendre ce drapeau-là, peut-être avec le Canada, avec représenté par Sherbrooke, je ne sais pas, mais en fait, ce réseau Learning Lab était né avec l'objectif d'étendre ce réseau-là. Voilà, la démarche de conception du Learning Lab était basée sur, en fait, l'approche basée sur la conception. Nous avons beaucoup travaillé. En fait, on a fait de la recherche pour commencer. Nous avons analysé nos besoins. On a travaillé sur la conception pour arriver à cette définition tridimensionnelle. On a développé, on a fait la mise en place de l'espace de ce Learning Lab et on a évalué, je peux pas dire qu'on a évalué tout le dispositif. Pour être franche, peut-être Lilia va parler de quelques projets et l'évaluation des actions, des expérimentations qui sont déjà menées. Et nous sommes aussi très fiers de cette publication qui regroupe nos noms ici. Bon, j'ai oublié Wajdi. Wajdi, il était de l'équipe de la Tunisie, le vice-recteur actuellement de l'Université de Sousse. Et le titre, j'aime beaucoup, c'est parce qu'il faut dire que les Français, ils ont proposé avant le concept Learning Lab, mais peut-être pas avec
cette approche basée sur la conception avec la tridimensionnalité que nous avons proposée. Et moi, je trouve que le titre est très catchy en disant « What do you mean by Learning Lab ?» Et ici, nous avons vraiment transmis ce que nous voulons dire par le Learning Lab. L'articulation entre conception et recherche est très présente avec la recherche basée sur la conception dont j'ai parlé. On a problématisé les situations en enseignement qui demandent des nouveaux scénarios, qui demandent de l'innovation. On a fait la conception en s'appuyant sur des modèles théoriques de l'état de l'art, comme Adji par exemple. Nous avons expérimenté vraiment dans les espaces physiques et virtuels, cueilli des données et analysé ces données pour comprendre. Et l'objectif était de proposer des innovations, améliorer, reviser et revisiter les modèles initiaux. Quel espace pour un Learning Lab? Un Teams comme ça, peut-être, parce que je vois que les collègues nous voient à travers Teams, mais un espace physique aussi. Ça, c'est des vrais espaces d'Alexandrie, du Liban et de Sousse. Quelle communauté, comme je viens de vous dire, on a pensé travailler avec les enseignants au départ. Ça, c'est ça qui vraiment symbolise et représente. Mais maintenant, sur cette photo-là, vous allez trouver les petits jeunes. Et là, on est rendu vraiment à impliquer c'est pas nous, les vieilles et les vieux, qui vont dire à la jeune vie comment apprendre. Hein. Et il faut être vraiment courageux pour admettre cela. Et moi et Lilia, avec nos cellules, nous avons eu le courage de le dire. Les activités, en fait, bon, ça peut être juste une réflexion. On peut utiliser, par exemple, les équipements pour réalité virtuelle, les mots. En fait, selon les disciplines aussi, on peut penser à des activités différentes avec en fait, où on peut avoir un environnement ludique pour faire cela. Le réseau dont je viens de parler, c'est un beau noyau auquel j'invite, je ne sais pas, Justine, que vous êtes tous de Sherbrooke, mais même s'il y en a d'autres qui vont adhérer au réseau. Et peut-être, il y a aussi un côté légal, mettre en place une association. Ça, ce sont des choses qu'on n'a pas pensé encore, mais peut-être avec vous, on peut les faire. J'arrive aux activités. Les activités du réseau Let's Learning Lab, ce qui était intéressant, c'est qu'on a lancé dans le temps, Elsa s'en souvient, il y a évidemment, des activités qu'on faisait ensemble. C'est-à-dire, par exemple, on avait fait des ateliers Lunch et Discover et les Infox en ligne avec Genève. Et puis, nous avons aussi Alexandrie et Sousse, nous avons lancé ensemble. On se donnait des tâches, quoi. Eric, tu vas faire ça avec elle. Moi, je vais faire ça avec Lilia, avec Bila, et ainsi de suite. On a travaillé sur un ensemble de sessions qu'on a appelé Let's Share. C'était juste pour sensibiliser au partage, pour arriver et Let's Celebrate. Chaque bonne chose, chaque beau scénario produit, on le célébrait. Et on est arrivé ensemble au projet OIR Wiki Atmena avec de vraies productions de ressources éducatives libres dont Lilia va parler. Pour informer nos communautés, on a lancé un newsletter, les infos sur les Facebook et le site net pour les institutions respectives, et les espaces physiques ont été mis en place. Voilà quelques juste, si vous vous souvenez les filles de ça, les choses qui circulaient sur Facebook, sur les médias avec des dates. Ça, c'est en 2020 toujours, et 2020, en fait, ça coïncidait avec la durée du projet. Et voilà, un beau projet. Je vous invite à y adhérer. Peut-être on aura le temps de discuter si le concept Learning Lab vous a croisé avant ou quelles idées vous avez envers ça. Je te remercie, Lilia, et je te passe maintenant la parole pour ce que Lilia aime le plus dans sa vie, le framework. On vous a prévenu de ces allers-retours. Justement, comme l'a dit, merci beaucoup d'avoir détaillé le projet Learning Lab qui nous a permis justement de mettre en pratique différentes activités en rapport avec l'innovation pédagogique. Et ce qui était surtout intéressant, c'est de pouvoir comparer comment ces activités étaient déployées dans différents contextes, dans différents pays, comment ils ont été perçus par la communauté, et particulièrement dans le framework Open. Donc, je pense que les amis de la Fabrique réelle
connaissent le principe des ressources éducatives libres avec ce qu'elles apportent en termes de possibilités de réutilisation, de adaptation, de combinaison de ressources, de pouvoir repartager ces ressources et de pouvoir garder une copie. Donc, tout ce que ça apporte avec les REL ou les OIAS, particulièrement si on raisonne du côté des trois principaux acteurs dans un processus d'apprentissage ou d'enseignement. Nous avons les apprenants, nous avons les enseignants, nous avons les universités. Donc, si on déploie des ressources libres, on va garantir que les apprenants vont apprendre à apprendre parce qu'ils vont découvrir une variété de ressources à utiliser, un accès justement à différentes ressources, une acquisition de compétences en numérique et en multimédia, puisqu'on peut accéder à des vidéos, à des podcasts, etc. On va pouvoir déployer des différentes formes d'apprentissage. Les enseignants aussi, ce qui a été pour nous difficile aussi de les convaincre, c'est qu'ils vont gagner du temps. Le fait de pouvoir accéder à des ressources, de pouvoir les prendre, les contextualiser et les modifier selon le besoin, c'est un gain de temps aussi. La visibilité de leurs ressources pédagogiques, l'innovation pédagogique qu'on pourrait mettre en place à travers des scénarios innovants intégrant des ressources libres. Donc tout ça, c'est du gagné pour l'enseignant et puis pour l'université, bien sûr que c'est un grand gain en termes de partage de ressources pédagogiques. Je le dis très souvent, je garde un très mauvais souvenir de mon premier cours. Quand j'étais une jeune assistante recrutée par mon université, j'arrive, on m'affecte le cours que personne ne veut enseigner et il n'y a pas de ressources, il n'y a aucun support de cours, il y a un simple livre à la bibliothèque qui ne présente pas. C'est un cours s'il y a des informaticiens en salle, c'est un cours de programmation orientée objet en C++. Dans le temps, c'était, et maintenant encore, on enseigne ce langage, mais dans le temps, c'était vraiment, j'étais kamikaze de prendre, on va dire, ce cours. J'ai pleuré pendant des jours, vraiment une jeune enseignante, et s'il y avait des ressources éducatives libres, peut-être j'aurais gagné beaucoup de temps. Mais j'ai commencé à enseigner ce cours et au bout d'une année, j'ai pu développer des ressources pédagogiques numériques et c'était mon premier cours en ligne. Et j'en suis très très fière. J'ai publié même sur la manière avec laquelle les étudiants ont pu accéder à ce cours en ligne et maintenant il est hébergé à l'université virtuelle de Tunis qui est le Open University en Tunisie dans le support des REL dans la rubrique REL de cette université. Donc voilà, donc si j'avais accès à des ressources libres, peut-être ma mission aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et moins stressante, on va dire. Et puis, bien sûr, la visibilité du lifelong learning. Donc, on sait toujours que mettre en place ces ressources libres va déclencher un écosystème de pédagogie ouverte, étant donné que je vais déclencher des pratiques d'enseignement ouvertes, des pratiques d'apprentissage ouvertes, mais aussi garantir cette qualité d'apprentissage. En Tunisie, et je sais aussi qu'en Égypte, il y a un très grand chantier de qualité de l'enseignement. Donc, pratiquement la majorité des universités ciblent des certifications, des accréditations de leurs programmes. Beaucoup d'enseignants ont suivi des formations sur comment produire des ressources de qualité. Donc, la qualité de l'enseignement est vraiment un grand chantier dans nos universités. Et j'estime qu'à travers les REL, cette qualité pourrait facilement être, on va dire, ciblée et atteinte, puisqu'on va avoir accès à cette variété de ressources pédagogiques et partager aussi nos ressources pédagogiques. Et donc, justement, et avoir cet écosystème de pédagogie ouverte. À partir de tout ça, et à partir surtout des constats que nous avons faits pendant la pandémie, première chose, et je me rappelle même du jour où on avait discuté, moi et Rada, pour mettre en place cette initiative, cette activité, le constat auquel nous sommes arrivés, nos collègues n'ont pas de ressources qu'on peut partager et qu'ils peuvent réutiliser. Ils produisent des articles, ils sont cités dans le Substate, dans plusieurs revues, etc., mais rien n'est visible de leur production pédagogique. Rien, vraiment rien,
particulièrement dans certaines disciplines. Et ils ont peur même de partager ce qu'ils sont en train de produire. Et n'oublions pas que nous sommes dans un contexte où plusieurs langues sont utilisées pour l'enseignement. Donc, dans nos universités, dans nos deux pays, les trois langues, l'arabe, le français et l'anglais, sont utilisées pour l'enseignement. Donc, dans certaines disciplines, on n'utilise que l'arabe. Dans d'autres disciplines, on a le français et l'anglais. Je citerai, par exemple, les disciplines technologiques ou médicales, où on a les deux langues. Et dans certaines disciplines, il n'y a que le français, par exemple, et en Égypte, il n'y a que l'anglais aussi. Donc, nous sommes partis de ce constat et nous avons dit, pourquoi ne pas travailler sur une initiative qui va les encourager à rendre visible leur production pédagogique. Et mettons un challenge, mettons une sorte de, comme une compétition pour voir si on peut atteindre un chiffre de production pédagogique. Et c'était cette idée que nous avons mis en place, et c'était une activité du Learning Lab, puisque nous avons utilisé l'écosystème Learning Lab pour pouvoir déployer cette activité. Donc, nos objectifs étaient de sensibiliser la communauté académique à l'importance de l'éducation ouverte, d'encourager la création et le partage des règles et de concevoir, donc de déployer un environnement de partage des règles. Donc, nous avons fait d'abord un kick-off pour annoncer cette initiative. On est rendu à 121 ici. Ah oui. Et puis, ce que nous avons fait appel à plusieurs collègues, particulièrement dans notre région, que nous savons qui sont déjà actifs dans les règles, et nous avons pensé qu'un message venant de ces collègues pourrait leur parler à nos collègues, parce que, vous savez, c'est très difficile de changer la perception, les pratiques des enseignants. Parler aux étudiants, c'est très facile. Ils sont ils peuvent s'adapter très facilement. Mais avec les enseignants, il faudrait vraiment choisir les interlocuteurs, les personnes qui ont des success stories, qui peuvent vraiment les encourager. Donc, nous avons sélectionné et invité nos chers amis à partager avec nous. Nous avons mis des dates clés pour ce challenge. Notre objectif était d'avoir 100 ressources éducatives libres dans les 3 langues. Nous avons mis en place un environnement de partage dans les 3 langues aussi, dans l'anglais, le français et l'arabe. Nous avons donc fait des ateliers, nous avons accompagné nos collègues, donc nous avons ouvert un formulaire d'inscription, nous avons demandé aux collègues s'ils souhaitent être accompagnés pour la production de leurs ressources éducatives libres. Voilà, nous avons mis en place, vous voyez, différents workshops dans les différentes langues, arabe, anglais, français, etc., de manière à ce que personne ne se sente exclu, parce qu'il y a des collègues qui ne communiquent, qui n'enseignent qu'en anglais, par exemple. Donc, voilà, nous avons mis des workshops en anglais, des workshops en français, des workshops en arabe, etc. Voici des captures de ce que nous avons déployé. Et nous avons recueilli beaucoup de ressources et des captures de ce que nous avons recueilli en termes de ressources. Mais ce qui est intéressant, nous avons déployé une certaine évaluation. Alors, notre évaluation était qualitative et quantitative. D'abord, nous avons déployé un questionnaire pour voir un tout petit peu comment ils ont perçu cette expérimentation. D'abord, on a posé une question. Est-ce que, à travers cette initiative, ils ont eu l'occasion de s'informer sur le concept des règles, sachant que on sait que pratiquement la majorité n'ont jamais entendu parler des règles. Donc, on voit les résultats, la couleur mauve, que la majorité ont eu l'occasion de découvrir ce concept des règles. Ils ont eu la possibilité de pouvoir rechercher et utiliser des règles. Nous avons un peu orienté notre questionnaire autour de ces 5 R. Est-ce que ces 5 R ont été plus ou moins abordés? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de produire des règles? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de partager des règles? Et est-ce qu'ils pensent qu'à travers cette expérience, leurs méthodes d'enseignement vont s'améliorer, leur manière d'enseigner? Vous voyez les résultats, le rouge et le mauve, donc le 4 et le 5 sont les couleurs les plus dominantes. Donc, je pense que c'est une erreur. Donc, je reprends une question. Je suis en train de revenir en arrière. Et puis, la question numéro 6, est-ce que il y a un apport, il pense qu'il y aurait un apport potentiel de l'éducation ouverte pour nos universités? Vous voyez qu'ils sont pratiquement d'accord.
Et puis, nous avons eu beaucoup de commentaires très, très positifs en termes d'évaluation qualitative. Il y avait un champ où on pouvait s'exprimer par rapport à ça. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que notre objectif était d'avoir 100 et nous avons eu 155. On était hyper contents. Sachez que c'était une période très, très courte réellement, pratiquement 2 mois réellement de production. Et ça, c'est vraiment très encourageant pour une première initiative qu'on discutait de pouvoir un peu l'améliorer et peut-être bâtir sur ces résultats. On a eu des contributions dans les différentes disciplines médicales, principalement les sciences médicales et les sciences technologiques, mais il y a eu aussi dans les sciences, la littérature anglaise, littérature française. Vous voyez, il y a différentes disciplines. Nous avons aussi nous-mêmes développé cet environnement de partage aussi. Donc, c'était aussi des collègues membres de nos cellules qui nous ont accompagnés dans ce développement. J'enchaîne avec l'IA. Enchaîne avec l'IA. Tu prends le scoop après. Oui. D'accord. OK. Troisième orientation, je vous rappelle les 3 orientations que nous avons. Donc, l'orientation, la première, l'innovation. La deuxième, c'est le framework open. Et le troisième, c'est l'IA. On estime que l'IA, maintenant, elle est présente dans pratiquement tous les domaines pour pouvoir, dans robotique, natural language processing, tout ce qui est planification, optimisation, personnalisation, etc. Donc, principalement, on peut dire que l'IA pourrait avoir principalement un impact sur la personnalisation de l'enseignement, la production de contenu smart, la contribution de l'automatisation de certaines tâches, l'accompagnement et le tutorat, mais aussi l'accès et surtout pour des apprenants à besoins spécifiques. Donc, ça, je l'avais dit. Et je voudrais revenir sur certains projets qui ont intégré ces aspects d'innovation pédagogique, d'ouvert et de l'IA. Je commence par 2 projets et après je donnerai la parole pour Rada pour le troisième. Alors, le premier projet, c'est un projet dans le cadre d'une collaboration entre la région MENA et la Suisse. C'est un projet où on a, avec notre chère amie Barbara, nous avons pensé à mettre en place un environnement de Open Scholar. C'est un environnement qui va permettre d'évaluer les compétences d'un chercheur et d'un enseignant en évaluation ouverte, en sciences ouvertes, en innovation ouverte, en sciences ouvertes et en éducation ouverte. Voilà. Recherche ouverte. Et donc, vous voyez qu'il y a différents pays donc, qui ont été associés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons développé un environnement qui permet d'évaluer les compétences d'un chercheur par rapport à ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'actuellement, avec une doctorante, nous sommes en train de finaliser une solution qui intègre l'IA générative pour recommander à l'enseignant qui a fait cette évaluation des ressources libres à visiter pour compenser un peu les lacunes en termes de compétences. Et donc, c'est une intégration IA et ouverte. J'espère que l'outil sera prêt dans on va dire le mois prochain, je l'espère, si tout va bien. Et on sera content de partager avec vous les résultats de que c'est prêt. Mais vraiment, si c'est prêt, vraiment, ça permettra aussi d'encourager nos chers collègues enseignants, chercheurs, d'évaluer leurs compétences et d'aller découvrir des ressources qui peuvent les appuyer. Un autre travail de recherche aussi sur lequel on travaille, c'est par rapport à la mise en place d'environnements ouverts pour l'apprentissage collaboratif. Donc, on utilise l'éducation ouverte, on utilise l'IA générative pour pouvoir recommander des ressources à des travaux de groupe, mais aussi pour que l'IA me recommande des structurations de groupe, pour que elle va me dire ce groupe pourrait atteindre de manière très facile les performances visées. Vous savez, un des problèmes pour moi en tant qu'enseignant, comment constituer les groupes de travail chez les apprenants. Et nous sommes en train nous avons fait une première version de cet outil, mais c'est un outil qui va nous assister l'enseignant à structurer des groupes qui peuvent atteindre des bons résultats, mais aussi recommander des ressources pour les groupes de travail. J'ai cité ici un projet Erasmus que nous avons eu au niveau de l'Université de Sousse sur l'apprentissage inclusif
pour les étudiants à besoins spécifiques utilisant le numérique, d'accord? Et il y a une suite à ce projet en termes de formation des enseignants à travers des ressources ouvertes sur la production de ressources accessibles, particulièrement à des apprenants malvoyants. Aussi, en Alexandrie, il y a un focus aussi sur la préparation de ressources accessibles pour les apprenants particulièrement malvoyants, parce que dans notre université, c'est la majorité de ces enseignants, de ces étudiants. Et puis le projet Open State, avant de donner la parole pour Rada, pour tu voudrais en parler du Spoke e-Gender, avant de parler de ce dernier projet, il y a un transparent que nous n'avons pas mis en place. Aussi, on a un projet en cours, aussi un projet Erasmus, où on parle de l'IA et de la gamification pour les futurs enseignants. Comment on peut introduire la gamification et des scénarios gamifiés, utilisant aussi l'ouvert et l'IA pour améliorer les pratiques des enseignants future teachers, pour les futurs enseignants. Voilà. Je te donne la parole pour le Spoke e-Gender. Merci beaucoup, Lilia. Je pense que Ok, merci beaucoup. Bon, ça c'est un très beau projet. Je parle un peu de l'histoire. En fait, merci pour la présentation parce que quand Christian nous a présenté, il a parlé de ce qu'on faisait, mais Marianne aussi, elle a dit qu'on travaille beaucoup pour la francophonie. En fait, ça c'est un projet soutenu par l'Agence universitaire de la francophonie. Et moi, j'aimerais dire que moi et Lilia, toutes les deux, nous sommes membres du conseil scientifique de l'AUF, je suis présidente du conseil. Et c'est très bien. En fait, moi, j'ai appris au sein de la francophonie, quand j'ai commencé en fait, ma carrière, j'ai appris qu'est-ce qu'un logiciel libre. J'ai jamais entendu ça en anglais, open source software, mais logiciel libre, j'ai appris ça. Et j'ai embrassé cela très tôt dans ma carrière. Et quand j'avais pas les licences Office, j'ai utilisé LibreOffice et tout ça. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire ou revenir vers le haut, le open. Marie-Ève, je t'ai vu ce matin avec un O ici. Peut-être que ça colle bien avec cette présentation. Donc, c'était dans la francophonie, j'ai appris qu'est-ce qu'un logiciel libre. Et dans la francophonie, il y a, je ne veux pas dire quelle année, hein, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé mes études doctorales, ma directrice de thèse, elle est venue me voir et elle m'a dit, tu veux pas venir travailler avec moi au sein du groupe genre? Et je dis, c'est quoi genre, je sais quoi, je comprends pas ça. Elle m'a dit, parce qu'on a mis en place la chaire Marianne Maréchal pour la promotion de la femme en sciences et génie. Et c'était, en fait, la chaire Marianne Maréchal est une structure toujours vivante au sein de l'École polytechnique de Montréal. Et depuis très tôt, je me suis intéressée à la représentation féminine dans les sciences et technologies et dans les métiers qu'on appelait non traditionnels. Et avec le temps, moi et Lilia, nous pensons beaucoup sur l'innovation pédagogique et nous aimons ça, je dis peut-être nous, enseignants et enseignantes, qui avons ce problème, parce qu'on ne présente pas les bons exemples aux étudiants. On ne dit pas comment enseigner de façon non genrée, neutre, vraiment, quand on parle de différentes compétences et de différents métiers. Et nous avons lancé avec quelques collègues de Coimbra et de Bordeaux, au Portugal et de Bordeaux en France, le projet Open Ecosystem qui était financé par l'Agence universitaire de la francophonie. Voilà les universités partenaires. Il était coordonné par Bordeaux-Montaigne et je ne vous ai pas le détail de tout le projet, mais l'idée était aussi grande, c'était d'incorporer dans l'enseignement les 17 ODD. Mais comme on aime beaucoup le genre et l'innovation et tout, on a dit on commence par le 5e. Puis c'est une autre invitation de lancer des projets d'innovation pédagogique sur l'incorporation d'autres objectifs de développement durable. Et ma tâche à moi et Lilia était de développer le Spoke e-Gender. Le Spoke e-Gender, c'était Gender in Digital Education. Comment, en faisant l'enseignement à distance, je fais la promotion des métiers qui sont traditionnellement pas féminins
comment je peux développer la prise de décision pour les étudiantes filles, comment je forme les groupes pour que chacune des apprenantes pense de l'importance au sein de son groupe et ainsi de suite. Donc, on pense que le genre aura un impact sur toutes les phases du processus d'enseignement. Quand on analyse de besoins, et si on va développer le contenu doit être non-genré. Quand on fait l'ingénierie pédagogique doit inclure tous. OK? Troisièmement, le développement de ressources. On va traduire ça en vraies ressources. Après, le développement et le test dans l'environnement d'apprentissage doit confirmer notre approche non-genrée. Et finalement, le tutorat et l'évaluation de processus doivent prouver la réussite de tout ce que nous avons fait. Les auteurs du SPOC étaient principalement Lilia, moi-même, j'étais assistée par une collègue Alexandrie, et en troisième, notre chère collègue Dr Cristina Roballo Cordeiro de l'Université Coimbra du Portugal. Bon, les objectifs du SPOC étaient de proposer des objectifs d'apprentissage qui aideront les apprenants à garantir l'égalité des sexes lors de l'utilisation des technologies éducatives. Et je dis c'est bien un objectif d'apprentissage parce que notre cible, c'est les formateurs. On cible nos collègues enseignants pour vraiment incorporer l'ODD dans leur enseignement. Donc, un objectif, c'était de leur amener à proposer des objectifs d'apprentissage aidant les apprenants à garantir l'égalité, adopter des approches pédagogiques innovantes et intelligentes pour assurer l'engagement des apprenants dans le développement durable et pour l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, et aussi, en troisième, concevoir des scénarios, un mot que je reprends, et de ressources d'apprentissage numérique incluant les principes de l'ODD 5. Le SPOC a été lancé avec un webinaire de kick-off le 4 octobre 2022. On a déjà donné 2 sessions, même voire 3. Le SPOC comme contenu, il est composé de 3 séquences. Séquence 1, c'est le genre et le e-learning, quel lien. Séquence 2, c'est un concept dont nous sommes très fiers et on l'a documenté dans un projet important, ce qui est le consortium AUF, égalité femmes-hommes sur le campus. C'était le projet de l'Université d'Alexandrie, c'est la pédagogie égalitaire. Et la troisième séquence, c'était l'innovation et l'intelligence artificielle pour le genre. Et on a aussi présenté de façon très claire toutes les histoires de billets avec le IA relatif au genre. La charge de travail était de 12 heures sur 3 semaines en micro-modules et en apprentissage actif, individuel et collaboratif et interaction. Et les 2 majeures sessions étaient déployées en 2022 et 2023 sur le LMS de l'AUF Maghreb. Et moi, je dis en troisième parce qu'on a eu des petits groupes sur demande où on a dû peut-être ouvert et tutorer pour 1 ou 2 apprenants, pas en session formelle, mais on l'a déjà dit. On l'a déjà fait. Voilà, c'était ça. Moi, en fait, avant de parler des quelques spécificités de SPOC, peut-être un résultat très important. Comment on a certifié? On a eu beaucoup d'apprenants, mais on a certifié comme 30%. Qui certifie-t-on? On certifie ceux qui nous proposent un scénario d'apprentissage aidant à respecter l'aspect genre en enseignement. Donc, scénario, encore, variété de ressources. En fait, le SPOC avait une variété de ressources d'apprentissage, vidéo, présentation, tout reste, variété d'activités, discussion et réflexion par rapport aux différents contextes et outils intelligents, un micro-projet, et c'est ça vraiment la nouveauté, parce qu'ils ne viennent pas apprendre, mais ils viennent contribuer de ressources libres et des scénarios libres, parce que les scénarios sont licenciés libres. Scénario ouvert et innovant pour enseignement basé sur une pédagogie égalitaire. Et en plus, pour être certifiés, non seulement les scénarios, nous étions un peu gourmands de toutes les deux, nous avons demandé une vidéo de chacun qui a suivi le SPOC, vidéo sur sa perception du genre dans les différents parcours économiques. Voilà quelques captures d'écran. En fait, ça, c'est les inscrits, les vidéos, les objectifs d'un certain module.
Et les statistiques, nous avions eu, en fait, ça c'est les tranches d'âge, les 60 ans et plus, ce sont les plus bas. Entre 31 et 40, et 41 et 50, nous avons eu le maximum. 113, en fait, la majorité est féminine, mais on veut pas ça, on veut les gens de tout genre qui assistent à ça. On avait 113 femmes et 21 hommes. Les pays, et peut-être, bon, ça c'est une réussite locale, mais on aimerait étendre ça. On avait quand même des gens, on avait quelqu'un du Canada, je pense, Roumanie, Maroc, Liban, France, on avait de France, Soudan, Algérie, mais la majorité était égyptienne et tunisienne, et ça se comprend quand même par les promotions que nous avons fait autour de nous. Et voilà, les activités en carte conceptuelle, devoirs, vidéo. Et pour les 2 sessions, malgré tous ces inscrits-là, en 134, nous avons certifié que le 35 parce qu'il a fallu contribuer les scénarios et les vidéos en ressources ouvertes. OK. Voilà un certificat. Quelques perspectives pour finir. Les futures étapes, on veut vraiment notre initiative de OERB qui a été très réussie, mais on voudrait mettre en place pour nos institutions un portail pour l'enseignement ouvert, pour les ressources, pour les REL. Nous voulons encore faire des formations de référents en Open Education pour les avoir un peu, on ne peut pas toutes seules faire ça, mais on veut les avoir dans les différentes institutions, dans nos universités, peut-être dans la région. Open Educational Practices au scénario, c'est un concept très important parce que on veut pas juste la ressource, mais on veut la contextualisation de la ressource. Et peut-être que je fais une petite parenthèse, quand on a fait le OER Wiki à MENA, nous avons présenté ça dans quelques conférences et puis nous avons été recrutés par Lab Exchange qui est la plateforme Open de Harvard pour déployer quelques-unes de nos ressources conçues. Quelle structure de nos universités? Voilà, on pense vraiment à l'infrastructure, mais souvent on parle de digital content, la formation des formateurs, mais des aspects comme la vie privée et la sécurité sont des choses aussi qu'on commence à aborder dans nos approches avec l'inclusivité, le open et tout. Donc, on passe donc d'un concept Learning Lab normal où on le développe en Open Intelligent Learning Lab, voire privé, sécurisé et tout. Voilà, tout ça en fait, ça colle avec notre compréhension de la taxonomie de Bloom à l'heure de l'intelligence artificielle, qui doit être revisitée avec les capacités de la IA générative et les compétences humaines distinctes, non seulement des compétences relatives au open, mais il faut créer, évaluer, analyser, appliquer et comprendre, voire mémoriser différemment. Les actions futures, comme je viens de vous dire, pédagogie ouverte, pratique pédagogique ouverte, scénario ouvert, et on veut déployer ça et améliorer au niveau de l'éducation, de la formation, au niveau institutionnel, professionnel et individuel. On veut comptabiliser les actions d'éducation ouverte et des formations sur le numérique éducatif au sein des projets sur la qualité dans les universités. Des fois, il faut reconnaître, Lily a parlé que les chercheurs, dans leur parcours, ils font beaucoup de recherches et tout, mais peut-être on ne les reconnaît pas pour tout ce qu'ils ont produit en scénario ouvert et des contenus ouverts. Quelques activités, à l'image du Learning Lab, on a des défis reliés à l'espace. Il faut faire vivre les espaces d'incubation des scénarios innovants, relier ça à la qualité. Dans la communauté, il faut amener les apprenants, l'enseignant et le monde socio-économique à devenir plus actifs dans la communauté et dans l'espace, en fait, on a besoin de plus d'accès à la technologie, repenser les espaces par moment et des modèles économiques pour les faire vivre et peut-être voir générer de l'argent pour mieux développer les activités. Quelques leçons. On passe de transmission du savoir à un savoir en ligne, à une construction du savoir, à un apprentissage ouvert et innovant, avec une implication des acteurs, une institutionnalisation de Learning Lab, une évaluation continue. Tout a été démarré avec une recherche basée sur la conception. Je vous remercie beaucoup.